la parole parce que c'est en lien avec ce que tu viens de dire. Finalement, il existe potentiellement de nouvelles formes d'emploi à inventer. Et en même temps, il y a l'opportunité du numérique. Et ce que j'entends, c'est qu'il y a un grand paradoxe, c'est que le numérique en particulier est très émetteur de gaz à effet de serre, etc. Et donc, je me dis finalement, moi, en tant que travailleur et plein d'autres, est-ce que ce serait pas vertueux qu'on puisse s'éduquer nous-mêmes à travers des petits modèles à percevoir à quel point notre travail est polluant ou émetteur de gaz à effet de serre. De la même manière qu'on peut modéliser si dans les transports on pollue, est-ce qu'on pourrait finalement de manière massive, populaire, s'éduquer nous-mêmes à prendre conscience de ces émissions, et voilà, ce qui permettrait peut-être de poser ce débat de ce qui est une forme moderne de travail, une forme d'avenir de travail. Voilà. Est-ce qu'on est en capacité de faire ça ? Un impact, on a une empreinte en CO2, est-ce qu'effectivement, dans ce qui a développé, si on prend en compte tout de suite ces critères-là, on a peut-être plein de possibilités à venir avec Internet et l'avenir, la troisième révolution industrielle. Si on met une espèce d'étiquette, de label rouge-vert comme sur nos machines à laver, sur l'impact de notre activité, effectivement, est-ce que ça va pas nous aider à faire des choix où Internet va être utilisé plutôt la version qui est prometteuse, le plus prometteuse d'avenir, plutôt qu'effectivement des versions qui vont finalement nous remettre dans une impasse au bout de 5 ans, mais on n'a peut-être plus 5 ans à perdre maintenant, on a de moins en moins 5 ans à perdre. Je ne sais pas si vous voulez répondre, Anne ou Michel, à ça. Tu vois, enfin je l'ai complété, je ne sais pas si... Plus largement, les gaz, c'est quelle est la dimension sociale du travail, enfin quel est l'impact, les effets externes du travail que je produis. Finalement, je ne le sais pas, et si j'étais amené à le savoir, en tout cas, une partie d'entre nous, probablement, prendrions des décisions. Et d'ailleurs, je pense que sur cette question-là, il y aurait, sur la question de l'évaluation de ce que produit l'emploi, il y aurait vraiment, je pense, des travaux intéressants à mener, parce que en fonction des finalités de l'emploi, les externalités sur la société ne sont pas les mêmes. Et si on prenait vraiment en compte les externalités des emplois, les externalités des activités des entreprises, je pense que, on arriverait à... les logiques sociales pourraient être assez différentes. Et ça, je suis assez d'accord avec vous. Je pense qu'il y a vraiment un truc autour des externalités de ce qu'on fait qui est pour l'instant pas du tout travaillé dans notre société, Et ce serait probablement plus un choix de domaine d'activité qu'un choix d'activité, parce que dans le secteur tertiaire, par exemple, je pense que les statistiques seraient assez similaires en fonction des différents postes. C'est vraiment selon les secteurs d'activité qu'il pourrait y avoir des différences importantes d'impact sur ces domaines. Effectivement, une pratique de travail peut-être aussi. Oui, à la marge. L'état de ronde pourrait servir à faire qu'en sortant ou en visionnant les vidéos, chacun change quelque chose. C'est avec l'idée que Yann évoquait, c'est-à-dire si je sais vraiment quel impact ce que je fais a, effectivement ça m'aide à moi choisir sans qu'on ait besoin de me le dire ou qu'on ait besoin d'une loi ou de quelque chose de coercitif. Oui, là vous avez parlé d'exemples assez extraordinaires dans le web, mais je pense qu'il y a un vivier d'emploi dans la transition écologique, et je pense en particulier à un film qu'on a vu de Marie-Monique Robin qui est en train de sortir sur l'histoire du village en transition d'Ungersheim en Alsace, qui a un village de 2200 habitants qui a créé une centaine d'emplois avec des jardins maraîchers pour avoir du bio, une cantine qui fournit des cantines qui fournissent plusieurs villages autour, le cheval Richelieu qui va chercher les enfants à l'école, les paysans boulangers, il y a une centaine d'emplois qui sont créés dans un village. Et ça, c'est multipliable par autant de villages et d'agriculture urbaine, et c'était un peu l'idée des 1000 milliards pour le climat qu'on avait mis en avant pour les européennes.
C'est certain, il faudra dans beaucoup de domaines, mais parce qu'il faudra aller très vite, parce que pour prendre un seul exemple, la compagnie d'assurance AIG, en l'espace de 5 ans, a perdu 50 000 emplois, 46% de ses effectifs. Donc effectivement, il va falloir avoir une action, un développement sur tous ces métiers, sur tous ces emplois de substitution. Mais qui ne sont pas des emplois liés au numérique. Finalement, dans ton exemple, tu parles de choses plutôt à l'ancienne. Non, je ne dirais pas à l'ancienne. Ouais. Je pense que l'exemple... Le numérique peut aussi utiliser là-dedans intelligemment. Et puis dans le domaine de l'agriculture, je crois qu'on est arrivé au bout du numérique, c'est-à-dire on voit bien que la malbouffe, la qualité des aliments, je viens de terminer un livre absolument terrifiant sur ce que nous sommes en train de manger, n'est-ce pas, qui est écrit d'ailleurs par quelqu'un de Nouvelle Donne. On arrive au bout de ce que l'agriculture numérisée et productiviste est capable de fournir, et il n'y a pas de solution aujourd'hui vers une réduction de l'emploi, elle est plutôt vers une réaugmentation de l'emploi pour retrouver une nourriture de qualité, mais c'est même pas une nourriture de qualité, une nourriture qui nous permette de vivre en bonne santé. On en est quand même là. Donc dans l'agriculture, c'est peut-être un bon exemple, on est allé au bout de cette numérisation, je crois, et peut-être qu'on va retrouver aussi dans d'autres secteurs les limites de cette espèce d'effet seuil dont parle Illich et dans lequel on est arrivé largement dans de nombreux endroits. C'est peut-être excessivement schématique, mais je pense que le travail manuel est foncièrement plus écologique. Je vois l'informatique peut tout sauver, on peut réduire des emplois grâce à l'informatique. Je trouve ça plutôt un chemin effrayant, parce que dans ce que vous avez évoqué, notamment le remplacement des aides-soignants, je pense que la cause aux États-Unis pour avoir remplacé par des machines, c'est qu'on ne paye pas de charges sociales sur ces fameux robots qui ont remplacé les aides-soignants. Donc c'est infiniment plus économe. Et pourtant, écologiquement, sociétalement, c'est pas plus économe. Je ne pense pas que là, on soit dans la voie d'une meilleure société par cette robotisation. Moi, j'ai tendance à penser que le numérique en soi, c'est un outil. Et comme tous les outils, avec mon marteau, je peux planter un clou ou je peux casser la gueule à mon voisin. Donc c'est pas le numérique en soi qui est en cause, c'est ce qu'on en fait. Et moi, je pense que si dans les hôpitaux français, il y a toute une partie du travail pas intéressant, pas de contact, qui est fait par des petits robots, qui libèrent du temps pour l'assistante, que l'aide-soignante ou l'infirmière ait plus de temps de relation, encore une fois, ça peut devenir positif. Donc, l'enjeu, c'est pas l'outil, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait de cet outil. Moi, je trouve que c'est un outil merveilleux, le numérique. C'est incroyable. Pourtant, je suis pas geek, je suis assez technophobe, machin, tout ça. Mais que j'ai commencé à comprendre, je trouve que c'est magique, quoi. Qu'est-ce qu'on en fait? Pour moi, c'est ça la question. Pour reprendre ce qu'a dit Anna, là. En fait, j'ai une fille infirmière et en fait, le numérique a fait en sorte qu'ils ont beaucoup moins de temps pour les malades. Ils passent beaucoup de temps à rentrer des choses dans les ordinateurs, ce qui enlève le temps qu'ils ont à passer. Là, c'est pas le numérique, c'est la gestion administrative des hôpitaux. Elle pourrait se faire pareil sur des fichiers à la main. Moi, j'ai tendance à penser que c'est pas une question du numérique, c'est une question de mode de gestion des hôpitaux. Excusez-moi. Je pense que c'est une question. Oui, mais n'empêche que depuis qu'il y a l'informatisation des hôpitaux, on passe beaucoup plus de temps à faire des tâches administratives qu'avant. Parce qu'il y a eu la réforme de gestion. Oui, peut-être, mais après, effectivement, c'est ce que vous décrivez là, c'est la réalité telle qu'elle est là. Si on utilise mieux l'informatique, peut-être qu'on va pouvoir dépasser ce qui pourtant pour l'instant fait obstacle, clairement. Comme tu dis, ça pourrait être des fiches papier ou des fiches internet à remplir, mais ça prend du temps. Mais effectivement, on est bien d'accord que pour l'instant, on n'a pas encore passé ce seuil de qualité, mais qui peut-être qu'il faut travailler. Non, mais en plus, dans l'hôpital, il y a eu une réforme qui a rendu tout vachement administratif, qui a donné le pouvoir à l'administration, qui fait que les mecs, ils font en permanence du reporting, etc. Mais je pense que, moi, là, il me semble encore une fois, c'est pas tant l'outil
qui est en cause que cette réforme qui a rendu la gestion des hôpitaux extrêmement administrative et très lourde pour les gens qui bossent dedans. Les médecins aussi, ils ont le même problème. Hein. Et les enseignants également, on passe beaucoup plus de temps dans des tâches administratives qu'avant, parce que finalement, ils font le travail des secrétaires maintenant. Ils rentrent eux-mêmes le résultat, leurs notes. Ils passent beaucoup plus de temps dans l'administration à cause des ordinateurs. Oui, la dame parlait au départ, je pense, justement sur tout ce qui est trucs intermédiaires, les choses qui nous empêchent de vivre, mais ça, c'est encore une autre. Ça dépend d'autres critères que le simple Internet, effectivement. Jean-Daniel, il y a une dame au fond là-bas. Alors, il y a d'abord madame. Oui, c'est ce qu'on en fait. Moi, je voudrais aller peut-être pas exactement dans le même sens parce que ça ne concerne pas l'informatique, mais j'habite un petit village où on avait autrefois, il n'y a pas si longtemps que ça, un ouvrier communal qui ne pouvait faire rien d'autre que d'avoir sa petite binette et de désherber les bords de trottoir. Bon, voilà, ça, je pense que c'est important de penser qu'il y a des gens qui ne peuvent pas faire, qui ne pourront pas s'adapter aux nouvelles, et ça, il faut leur trouver absolument, une activité, et une activité qui leur donne un statut social. Il était très fier d'être avec sa binette. Maintenant, il a été licencié. Et maintenant, il est au troquet, quoi. Voilà. Il est remplacé par du Roundup, quoi, c'est ça? Oui, ouais, probablement par du Roundup. Signer la charte no phyto. Mais enfin, ça c'est encore une question. Moi, j'aurais une question qui m'a un peu interpellée. Là, vous avez parlé qu'au moment de la première révolution industrielle, vous avez refait, et vous avez pointé l'intérêt des entreprises à regrouper l'ensemble des tisserands. Bon, oui, j'ai pris l'exemple des tisserands. Donc il y a un intérêt à regrouper. Mais dans l'exemple où une personne qui fait 3 millions, je ne sais pas si j'ai bien compris, 3,5 millions de chiffre d'affaires et qui a 3 millions de valeur. Voilà. Quel est son intérêt à regrouper? Il n'en a pas. Répartir. Et moi, c'est cela que ça me paraît important, enfin, ça me paraît un problème. Parce que s'il n'a pas d'intérêt, comment on va faire? Il faut substituer. Oui, mais je pense que là, il faut qu'il y ait un intérêt à faire quelque chose. Et là, il n'y en a pas. C'est le même exemple que Blablacar. Pourquoi Blablacar est privatisé? Pourquoi Blablacar n'est pas une sorte de coopérative ouverte? Jean-Daniel, il y a monsieur qui a la dame en rouge, juste derrière. Tout au fond. Soyez en résonance. Après. Parce que je me disais, bon, il y a un progrès technologique très bien, progrès technique. Ce que je me dis, il y a quand même des forces sociales. Alors j'essayais d'imaginer à l'époque la bourgeoisie, la classe ouvrière. Et ça va dans le sens, ce que vous dites, c'est finalement qui a intérêt à des évolutions. C'est juste d'avoir la photo, hein. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais ou bien, ou mal bien. Mais finalement, quelles sont les lignes de force qui fait que, manifestement, on disait tout à l'heure, en Chine, en Inde, leur intérêt, c'est aller à l'école, les soins de santé, la machine à laver, donc l'intérêt est évident. Donc ce que je me demande, voilà, tout simplement, je pose la question à la voix, quels sont les intérêts en présence qui va faire qu'à un moment donné, il y aura des passages à l'action, quoi. Au-delà des bonnes volontés ou d'idéologies qui seraient que... On sait juste d'avoir un échange, ça m'aidera. On va prendre encore une question. Et la dame, Jean-Daniel, la dame demande. Oui. C'est moi la dame, Jean-Daniel. Du coup, oui, par rapport aux machines, à la numérisation, à l'automatisation, etc., il me semble que quand même, enfin, c'est lié aux machines parce que ces machines, elles ont un coût. Tant qu'on... Enfin, d'une part, ce sont des machines qui ont un coût, les ordinateurs ou les machines, si elles doivent être de plus en plus performantes, etc. Et puis d'autre part, si on est dans une logique de profit ou de course au profit dans certains secteurs, ou d'économie et de course à l'économie dans d'autres secteurs, pour ces deux raisons,
ne rend pas le travail plus agréable pour les personnes qui restent. Enfin, d'abord, ça sert à réduire le nombre de postes. Enfin, voilà, et les personnes qui restent, leur travail n'est pas forcément plus agréable. Ou alors, enfin, bon, c'est une révolution. J'étais la semaine dernière au festival organisé par Attac, c'était sur le thème du travail, justement. Bon, il se trouve que, justement, enfin, j'ai vu un documentaire sur les conditions de travail dans un abattoir industriel. C'était absolument effrayant. Et les gens disaient que, enfin, les personnes qui étaient interviewées disaient que, effectivement, ils travaillaient avec des machines de plus en plus performantes. Alors peut-être que oui, le poids des morceaux de viande qu'ils avaient apportés était moins important parce qu'il y avait plus d'opérations, mais le rendement qui leur était demandé avait été multiplié par 4. Donc les gestes n'étaient pas les mêmes, mais c'était des conditions absolument inhumaines de travail. Et bien sûr, ça n'avait pas donné lieu à des embauches non plus. Enfin. Pas de réponse à ça, mais c'est vrai que je pense que ça traduit juste le paradoxe d'une situation vécue par les gens qui disent pour l'instant tout ce qu'on voit, on entend ce que vous dites, mais tout ce qu'on voit c'est plutôt quelque chose de très négatif. Il ne faut pas essayer de dépasser, mais là il faut une volonté politique ou une volonté massive pour arriver à faire rejoindre les préoccupations qu'on a entendues là avec des lignes ou des directions que vous pointez-vous du doigt. Non, puis si on regarde un tout petit peu l'histoire, c'est vrai que l'élaboration, par exemple, du salariat, qui est le rapport le plus facile à faire, elle a été super longue. Elle a quand même nécessité 2 grandes catastrophes mondiales qui ont été les 2 guerres mondiales. Enfin, ça a été quand même un combat absolument incroyable de ce qu'on pouvait à l'époque appeler la classe ouvrière pour élaborer quelque chose de protégé. Enfin voilà, c'est pas facile, quoi, parce que je pense il me semble qu'il y a toujours des intérêts très contradictoires avec des gens qui ont l'argent, le pouvoir. Alors à l'époque, c'était plus des propriétés d'ailleurs. Enfin bref. Et qu'on n'a pas tous les mêmes intérêts, qu'on est dans une société conflictuelle et qu'on reste dans une société conflictuelle et que donc il faut toujours, enfin pour peser la faire évoluer, il faut trouver des moyens aujourd'hui de se battre de manière efficace, quoi. Ça s'est pas construit tout seul, le salariat. Et je pense que si on arrive à un autre paradigme protecteur pour l'individu, il se construira pas tout seul, quoi. Je propose une dernière question. Par rapport à ça, il y a un thème pour moi qui n'a pas été abordé, vu justement la perte d'emploi pour un grand nombre de personnes. Si justement cette révolution industrielle et robotique peut être très intéressante pour nous, les individus, où sommes-nous? Vous parlez toujours d'activité, vous parlez de salariat, vous parlez de structure, etc. Mais nous, l'individu, où est-il? Y a-t-il des études justement portant sur les compétences, les savoir-faire, sur les intérêts, sur ce que voudrait peut-être faire ou l'emploi voudrait dédiquer la personne, peut-être via Pôle emploi ou que sais-je, je ne sais pas, ou via vos collectifs. Et un deuxième aspect juste par rapport à Internet, est-il vraiment libre ou peut-il vraiment être libre si derrière quand même avec les GAFA, c'est quand même l'armée qui permet, qui contribue, qui aide. Les questions sont claires pour avoir des réponses? Sur la liberté par rapport aux GAFA. GAFA, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon. Oui. Des études qui sont faites sur la place de l'individu finalement. Sur la place de l'individu, je pense que notamment via le mouvement du revenu minimum de base, il y a des études qui ont été menées et il serait intéressant de se reporter peut-être à des ouvrages sur la mise en place du revenu minimum de base pour voir à quoi aspirent les individus une fois qu'ils n'ont plus l'obligation absolue d'avoir un emploi pour leurs ressources. Sur le sujet des GAFA, on peut apporter quand même quelques points de vue. D'abord, on peut citer Mark Zuckerberg, on peut citer Bill Gates, on peut citer le créateur de Google. Ces 3 personnes se sont engagées au travers d'un programme
qui touche les 200-300 plus grands milliardaires américains, j'ai plus son nom en tête, de donner leur fortune à leur mort, la quasi-totalité de leur fortune à leur mort. Donc c'est un peu un retour du succès qu'ils ont connu et un renvoi à la communauté au travers de leur fondation aux richesses qu'ils ont amassées. Donc c'est déjà un point positif par rapport à Internet. S'ils payaient leurs impôts aujourd'hui, ça serait pas mal. Et s'ils n'investissaient pas massivement dans le transhumanisme aussi. Mais... En tout cas, il faut que des prouesses pour planquer tous leurs impôts. Des dizaines de milliards, des centaines de milliards. C'est ce programme. Et puis l'autre aspect, c'est que, fort heureusement, un certain nombre, notamment les créateurs du web que je citais tout à l'heure, mais un certain nombre de chercheurs et de spécialistes des développements travaillent sur ce qu'on appelle le web distribué aujourd'hui, avec le web des données et le web sémantique, et donc pour développer un web qui serait libre de toute entrave. Le web distribué permettrait à chacun d'avoir ses données sur son serveur, soit un serveur dédié dans un data room ou autre, soit un serveur chez lui, ce qui permettra de conserver ces données et d'avoir un web qui n'est plus capitalisé comme ça par des structures centrales. Donc une forte libéralisation et ce qui peut réduire quand même les craintes que l'on peut avoir par rapport à la mainmise, effectivement. Et ceci dit, une surveillance est nécessaire, on le voit bien. Donc je vous propose de faire une première petite pause avant de rentrer. On va avoir d'autres éléments qui vont revenir selon votre question dans les séquences suivantes. Ce que je peux juste vous dire, moi, en tant que membre du collectif, c'est que les questions, y compris la tienne, la dernière, finalement, soit on ne voit pas le sens de tout ça et on se laisse atteindre, et c'est ce qu'on n'arrivera à rien changer. Si on prend cette occasion des intervenants qu'on a, des tables rondes citoyennes, pour chacun en parler, et pour faire que ça change vite, peut-être qu'on arrivera à ce que ça change d'ici 1, 2, 3, 4 ans, pour ce rapport des forces dont Anne parlait, qu'il faut inverser. Tous nos efforts, à tous, va vers là. C'est pas encore gagné du tout, et ça paraît même pas gagnable pour l'instant. Mais soit on reste dans ce côté négatif-là, et nous, on se dit, sans être naïf, qu'on va tout faire en sorte que, et ça commence par ce type d'échange. Pour que, en sortant de ces tables rondes, par exemple, entre autres, je veux dire, de tout ce qui se fait actuellement, qu'on ait un peu plus de courage, qu'on ait un peu plus de vision, qu'on sente ce qui nous sépare encore du chemin à faire, mais qu'on se dise que c'est possible. C'est vrai que cette information, moi je ne savais pas qu'ils pensaient redistribuer par leur fortune à leur mort, etc. C'est très dans le système américain. Oui, bon, mais c'est un élément plus qui, moi, vient s'ajouter dans ma tête pour me dire ça vaut le coup de ne pas lâcher le morceau. Mais évidemment, c'est pas gagné. Mais je pense qu'on ne va pas avoir les réponses aujourd'hui. Sinon, on s'auto-décourage trop vite, tous. Je pense que c'est vraiment important de prendre plutôt les directions, la force du collectif, et petit à petit, de parler à nos voisins, à nos amis, de ça, pour que ces idées qui paraissent encore très loin d'une concrétisation demain, puissent le devenir après-demain.